Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va parler d'actualité. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de la GPA. Non, pas GTA, mais GPA. La gestation pour autrui. La GPA, c'est le procédé médical qui consiste à avoir recours à une mère porteuse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a un couple, un homme et une femme, qui veulent avoir un enfant mais qui ne peuvent pas en avoir, pour des raisons de stérilité, de maladie ou toute autre raison. Ça veut dire qu'on va fabriquer un embryon in vitro. En gros, on prend les spermatozoïdes du père, un ovule de la mère, on mélange, puis on va le mettre dedans une troisième femme. L'embryon va devenir fœtus, puis enfant. Après l'accouchement, la mère porteuse remet l'enfant à ses parents. Bah non, c'est pas le sien. Enfin, elle leur donne. Enfin non, parce que des fois elle est payée, donc elle leur vend. Bah non, parce que c'était leur enfant, donc en fait elle leur rend. Ouais, donc vous pouvez voir qu'en fait, c'est hyper compliqué d'un point de vue légal. Et voilà, c'est pour vous. Par contre, je suis désolée, c'est un chat. Je comprends pas. La GPA, c'est pas un procédé moderne. On en a un exemple dans la Bible avec Abraham et Sarah. Ils veulent tous les deux un enfant, mais Sarah est stérile. Du coup, elle donne sa bonne, Agar, à Abraham pour qu'il fasse un enfant. Donc, ils font un enfant. Et Agar, à la naissance, remet l'enfant à Abraham et Sarah. Cet enfant, ça sera Ismaël. On voit ça aussi dans certaines séries, comme dans Handmaid's Tale, mais disons que là c'est un peu glauque. Aujourd'hui, grâce aux pipettes, aux éprouvettes, etc., c'est pas aussi glauque que ça. En France, la GPA n'est pas autorisée. Par contre, elle est autorisée dans certains pays, avec beaucoup de législation autour, comme la Nouvelle-Écosse ou dans certains États des États-Unis. Alors pourquoi la GPA pose un problème aujourd'hui? Au-delà du débat un enfant, c'est un papa et une maman, etc., la GPA ne pose pas de questions, on va dire, médicales, au sens où c'est une simple PMA. Procréation médicalement assistée. À ce sujet, l'Académie nationale de médecine a fait un rapport. Elle a regardé tous les arguments pour et tous les arguments contre, mais a fini par conclure qu'en fait la GPA ne relève pas de la législation médicale. Elle relève plutôt d'une question de société et doit être traitée par le législateur. Ça veut dire que la GPA, c'est pas vraiment une question de est-ce que c'est bien ou mal en termes de médecine, mais ça va être une question de société, une question de législation de la vie publique. En fait, la gestation pour autrui ne fait pas appel à des procédés médicaux nouveaux. C'est pareil qu'une procréation médicalement assistée. Elle ne représente pas non plus de risques médicaux, outre les risques inhérents à toute grossesse. En fait, la question, c'est en quoi est-elle différente d'un don de sperme ou d'un don d'organes, ou même d'une adoption? Il va y avoir deux grands cas de figure dans la gestation pour autrui. Le cas où la mère porteuse est rémunérée, et le cas où elle le fait gratuitement. Dans le cas où la mère porteuse est rémunérée, on va dire que quelque part, cette mère porteuse va louer son utérus, elle va louer son corps. En soi, c'est pas beaucoup plus choquant qu'un mannequin, par exemple, dont le corps va servir à porter des vêtements, où il va être utilisé pour des photos, et quelque part, pendant le temps du shooting, son corps ne lui appartient plus, il est juste porteur de l'image de la marque. Une des philosophes modernes qui critique la gestation pour autrui, c'est Sylviane Agacinski. C'est une kantienne, et qui va justement utiliser des arguments issus de la philosophie morale de Kant pour justifier le fait qu'on ne peut pas autoriser la gestation pour autrui. Selon elle, le principal argument est le non-respect de la dignité de la personne. En effet, elle explique que le corps est un instrument de travail. Un ouvrier va utiliser son corps et être rémunéré pour ce que peut produire son corps. Mais dans ce travail que l'on rémunère, ce que l'on rémunère, ça va être le produit du corps, ça va être l'effort intellectuel ou l'effort physique, le temps consacré à cette tâche, et non le corps en lui-même. Dans le cas de la gestation pour autrui, c'est l'existence même du corps qui est rémunérée. En gros, ce qu'explique Kant, c'est que les choses ont un prix et les personnes ont une dignité. Et on ne peut pas considérer la dignité de la personne comme quelque chose qui est à vendre. Demander à une femme de vivre cette métamorphose en la coupant de toute signification pour elle, c'est quelque part lui demander de renoncer à son existence corporelle. C'est en fait traiter la personne comme un moyen et non comme une fin. Et c'est ça qui va à l'encontre de la définition de la dignité humaine. Il y a dans cet acte en fait un décalage entre la liberté des uns et la liberté des autres. C'est-à-dire que d'un côté, on a un couple qui a un désir d'enfant, et de l'autre, une femme qui est dans le besoin matériel. Et en fait, ça revient un petit peu à une sorte d'esclavagisme moderne, à savoir qu'elle n'a pas le choix, pour subsister, elle doit louer son utérus. Ce qui va différer du don du sperme, d'ailleurs aux États-Unis, le don de sperme peut être rémunéré, c'est la durée en fait. Car la femme est enceinte pendant 9 mois, vous le savez, et pendant toute cette période, son corps ne lui appartient plus. C'est-à-dire que, quelque part, on peut lui imposer certaines règles de vie, on peut la faire renoncer à sa liberté, puisque ce n'est pas son enfant qu'elle porte. Donc les parents biologiques de l'enfant peuvent lui dicter certaines conduites, lui interdire de faire certaines choses,
Et là, on voit donc que la personne renonce à ses libertés naturelles, à ses libertés premières. Donc ça, c'était le premier cas, dans le cas où la femme porteuse va être rémunérée. Maintenant, on peut imaginer un cas où ce serait gratuit. Par exemple, aujourd'hui, on a le droit de donner un organe. Moi, si ma sœur est malade, j'ai le droit de lui donner un de mes reins. En fait, la législation est un petit peu plus compliquée que ça. Pour éviter que des gens vendent leurs organes pour payer leurs factures ou leurs iPhones, il est écrit que le corps humain est inaliénable. En gros, tu n'as pas le droit de donner des morceaux de toi, même gratuitement. Mais dans le cas du don d'organes, en fait, la particularité, c'est que ce n'est pas un don, quoique son nom l'indique, ce n'est pas comme céder une propriété, par exemple la propriété de sa voiture ou la propriété de sa maison. En fait, le don d'organes est une réponse à une demande. Ce n'est pas une décision qu'on prend, c'est une réponse que l'on fait à une demande d'un médecin. C'est le médecin qui va demander la possibilité de prélever des organes. Tu acceptes qu'on attente à ton intégrité pour le bien d'une troisième personne. Bref, tout cela repose en fait sur une décision du médecin et non sur une décision qui vient de toi. Or, le corps des médecins est régi lui aussi par des lois et par le fait que c'est une pratique qui est très encadrée. En effet, dans le cas d'un don d'organes, il s'agit d'un rapport entre un médecin et un patient, dans tous les cas. Ce n'est pas un rapport de patient à patient, c'est le médecin qui va demander le fait de pouvoir prélever un de tes organes, et ensuite il va y avoir un rapport avec celui qui reçoit l'organe, entre un médecin qui va pouvoir l'ouvrir pour lui mettre l'organe, et donc atteindre à son intégrité physique. Dans le cas de la gestation pour autrui, ce qui est compliqué, c'est l'intersubjectivité. C'est le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes dans ce rapport. Il y a un rapport du médecin aux parents donneurs, il y a un rapport du médecin à la mère porteuse, mais il y a aussi un rapport entre la famille des donneurs et la mère porteuse. Et dans l'absolu, il ne s'agit même pas d'un organe, mais il s'agit d'un enfant, d'un être vivant qui a lui-même des droits et qui a lui-même un rapport avec sa mère porteuse, avec ses parents biologiques et avec le médecin. La présence de cette troisième personne, on va dire qui est la mère porteuse, vient complètement remettre en question la cohérence du système. En effet, qui va prendre les décisions médicales ? Si l'enfant est mal formé, qui va décider d'avorter? Est-ce que c'est la mère porteuse ou est-ce que c'est la mère biologique? Est-ce que la mère biologique peut changer d'avis et dire qu'en fait elle veut pas d'enfant? Est-ce que la mère porteuse peut changer d'avis? Par exemple, dans le cas d'une adoption, jusqu'à la naissance, la mère peut décider de garder l'enfant. Qu'est-ce qui se passe si la mère porteuse veut garder l'enfant? Parce qu'en France, il faut savoir que la mère de l'enfant, c'est celle qui donne naissance à l'enfant. Du coup, c'est un cas qui est arrivé aux États-Unis d'une mère porteuse qui ne voulait pas rendre l'enfant aux parents. Et dans ce cas-là, comment trancher? Également se pose la question du statut de l'enfant. C'est pas un organe, c'est pas un objet, c'est un être humain qui va avoir lui aussi des droits et une certaine liberté. On ne peut pas l'objectiver comme on objective un organe. Finalement, ce qui est très compliqué dans ce débat, c'est que ça remet complètement en question le statut juridique de la mère. Ça remet aussi en question la relation patient et médecin. Encore une fois, moi mon rôle ici, c'est pas de vous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est pas de vous dire oui, il faut autoriser la gestation pour autrui ou non, il faut absolument l'interdire. Moi ce que je voulais, c'était vous montrer comment la philosophie vient enrichir le débat. Vous montrer qu'à partir d'un débat qui part du médical, en fait, c'est toute une question de société qui est posée. Je vais vous mettre des liens dans la bio pour approfondir le débat parce qu'il y en a plein qui sont hyper intéressants. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui peut enrichir le débat? Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Par contre, vous savez, légalement, c'est complètement autorisé de vous abonner, hein. C'est même recommandé, je crois. Et c'est gratuit.